Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes aujourd'hui toujours le vendredi 23 décembre 2022. Je continue mes petites digressions à partir de cet ouvrage Hegel. L'histoire est un processus menant à la liberté. Voilà, apprendre à philosopher. Ce que je devrais faire d'ailleurs. Apprendre à philosopher. Bon, vous savez que mon travail, pour ceux qui suivent un petit peu, est très intuitif, hein, que c'est vraiment des réflexions comme ça qui viennent assez spontanément, un peu en désordre, et voilà, sans, sans, sans grande qualité philosophique au sens universitaire du terme. Donc il y a des lacunes, il y a peut-être des erreurs, etc. Et puis il y a des points de vue qui sont discutables, tout à fait, hein. Donc il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions. Alors, c'est toujours lié avec... voilà, l'intérêt, c'est d'avoir la base de la théorie que je défends. L'humanité évolue péniblement, diront certains, naturellement, diront d'autres, euh, vers son ultime perfection. L'humanité, donc l'ensemble humain, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, je vous laisse aller regarder ce que j'en pense sur le site mécaniqueuniverselle.net. Euh, on peut dire, on peut donner un mot comme ça, on va vers la paix universelle, la fraternité. Voilà. Il y a autre chose, évidemment, c'est beaucoup plus riche que ça, mais et beaucoup plus spirituel que ça en somme. Voilà. Euh, alors, donc, je vais recommencer, je vais commencer à lire. Alors, j'ai cet ouvrage, je suis parti vers la fin maintenant, évidemment, je reviens vers le début, je vais lire l'introduction, et c'est un petit peu ma façon complètement dilatée, explosée, éclatée, je ne sais pas comment on pourrait dire, de penser, de réfléchir, et j'arrive pas à faire autrement. Je peux pas faire les choses de façon classique, quoi, du terme. Alors je commence à lire, et puis je commente si je sens que je peux le faire, tout simplement. On va lire l'introduction. Certains auteurs s'imposent comme un tournant de la pensée. Il y a un avant et un après. Les manuels de l'histoire de la philosophie évoquent les penseurs présocratiques, comme si la fonction et la définition de la philosophie avaient changé avec Socrate. Mais je pense que oui, hein, à mon avis, hein. Évidemment, à mon avis, je ne sais pas, c'est toujours très intuitif comme ça, hein, parce que je ne connais pas très bien, mais je pense que les philosophes présocratiques, Parménide, Héraclite, etc., étaient, Pythagore, étaient reliés au spirituel, aux expériences spirituelles, de façon beaucoup plus intense. À partir de Socrate, de Platon, le rationnel veut... Il y avait déjà cette tendance à vouloir rationaliser les choses, évidemment, à vouloir comprendre d'où vient la création, à partir de quoi certains disaient de l'eau, de l'air, du feu, etc. Voilà. Je pense qu'à partir de Platon, et à partir peut-être des sophistes même, la philosophie va vouloir rentrer dans une autre dimension. Et c'est peut-être là où elle prend vraiment sa dimension euh, matérialiste, on va dire. Elle récupère la dimension matérialiste parce qu'elle n'y a. Platon
est très équilibré. Il a le côté spirituel et le côté matérialiste, le côté matériel de la pensée. C'est plus tard qu'on va commencer à faire des décisions en précisant, en avançant vers la précision, vers le côté myope, vers la décortication des choses, des idées. On va se retrouver avec une vision très matérialiste, même essentiellement matérialiste, et une vision spiritualiste, on va dire, de l'autre côté. Voilà. Donc, je continue. De la même manière, on parle des penseurs post-hégéliens, car rien ne fut pareil après Hegel. Alors que la philosophie semblait marginalisée par les progrès des sciences naturelles, dans le contexte de la critique scientifique, de la tradition, de la religion ou de la pensée philosophique traditionnelle, Hegel redéfinit la tâche du philosophe. Mais ce n'est pas tout. Grâce à lui, la philosophie redevient la reine des sciences, comme elle l'avait été au Moyen Âge. Et je pense que c'est la reine encore des sciences, dans la mesure où elle fait le pont, elle construit des ponts entre la science et le spirituel, entre le spirituel et la science. Et, et peut-être c'est ça sa vocation. Voilà. Le monde, à mon sens, est spirituel. La création inclut le divin. Le divin c'est la création est d'ordre de ce qu'on appelle le divin. Un terme ne fait pas la chose. C'est nous qui avons imaginé, qui avons dit que ça s'appelait Dieu, etc. Il y avait, voilà, on donne des termes, mais en réalité, c'est pour signifier quelque chose. L'univers a été créé par quelque chose par quelque chose, par une puissance créatrice, quelque chose d'indéfinissable. Et c'est extraordinaire d'ailleurs que ce soit encore indéfinissable, encore mystérieux pour l'ensemble des intelligences humaines. On n'arrive pas encore à pouvoir imaginer ce qui a mis en œuvre cet univers, comment il s'est mis en œuvre. C'est tout simplement extraordinaire qu'un système, que ce principe créateur soit tellement intelligent pour se dissimuler et être dans cette création, parce qu'en définitive, il est cette création. Il est à l'origine de cette création, mais il constitue cette création. Il la constitue, à mon sens, à travers les particules élémentaires. Je ne sais pas à quel niveau ce divin constitue entièrement l'univers, donc entièrement nous, entièrement chaque être humain, chaque arbre, voilà, on est constitué absolument de ce divin. Et ce divin, on peut le toucher à travers l'extase. Je vous renvoie à la mécanique universelle, justement. On peut le toucher, non, on peut le sentir. On peut le sentir, mais pas intellectuellement, organiquement, charnellement. Voilà, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Donc, c'est la reine des sciences. Il incarne, Hegel, cet idéal en bâtissant un système qui prétend rendre raison de tous les savoirs et de toutes les formes de culture. Dans cette construction systémique, tous les aspects de la réalité trouvent une explication. Science, art, religion ou droit sont éclairés d'un jour nouveau, de même que la physique, la chimie et le monde de la nature, ainsi que l'histoire et le monde des institutions, la famille, l'économie, le droit. Rien n'échappe au projet hegelien de faire de chaque aspect de notre monde, naturel ou culturel,
un aspect de la raison et donc une partie de son système. Hegel fut le dernier penseur à prétendre que la philosophie pouvait proposer une raison à tout et au tout. Eh bien, c'est ce que je pense aussi. La philosophie peut proposer une raison à tout et au tout. La seule chose, c'est que elle arrive, sa dernière marche, elle peut proposer donc une raison à tout et au tout, mais elle arrive sur la dernière marche. Au-dessus, il y a le palier. Et ce palier, c'est le spirituel qui le détient. Le plus haut niveau de l'esprit humain, il appartient au spirituel. Simplement parce que le spirituel fait l'expérience du divin. La philosophie cherche à expliquer le divin. Et avec la science, les physiciens cherchent à expliquer le divin. Ceux qui cherchent à comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant que l'univers se crée, comment cet univers est constitué, comment l'atome est constitué, la physique, etc. Tous les scientifiques cherchent à éclairer le divin, consciemment ou inconsciemment, avec une vision spirituelle ou avec une vision athée, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Voilà. Mais le niveau supérieur, il est spirituel. L'humanité est spirituelle. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même Hegel ramène, à mon sens, le scientifique, l'histoire de l'évolution de l'esprit, il ramène cette idée-là au niveau du spirituel. Il apporte comme un plateau au spirituel toute sa recherche. Ça n'a peut-être pas été compris parce qu'il fallait encore écarter le spirituel à son époque et jusqu'à maintenant. Le spirituel, le religieux, on va dire, le religieux avait raison sur le plan du divin, mais posait un problème à l'humanité parce qu'il voulait se mêler, il s'est mêlé, et ce qu'il devait faire d'ailleurs. C'était légitime avant que la laïcité prenne le relais. Le religieux devait tracer le cadre de l'évolution humaine, devait trouver les solutions pour domestiquer la tendance humaine à s'affirmer aux dépens d'autrui. Devait amener un cadre moral, etc. Tout ça, ça a été très important sur les 3000, 4000 ans qui nous ont précédés. Le religieux a fait un travail considérable pour la maîtrise progressive du comportement humain. Mais à un certain moment, il fallait changer, ça devenait oppressif. Et donc, il fallait passer sur le modèle laïque, ce qui est fait. Et donc, écarter progressivement le religieux. Et là, voilà, on va rentrer, à mon sens, dans une autre époque. Alors, à cet effet, il créa un nouveau mode de raisonnement, la dialectique. Cette innovation le fit connaître par ses contemporains comme le philosophe, comme Aristote l'avait été avant lui, le philosophe. La pensée de Kant, qui avait publié une série de critiques consacrées à l'examen des limites de la raison, peu avant que Hegel n'eût commencé son œuvre, semblait être une invitation à l'humilité, à la reconnaissance de frontières que l'entendement n'était pas en mesure de franchir. Mais je pense que Kant a été à l'origine de Hegel. Et Kant avait compris également cette évolution vers l'esprit supérieur, en somme, vers la perfection, l'ultime perfection, comme le dit la mécanique universelle. À l'opposé, la réponse de Hegel consista à affirmer que la raison n'avait pas de borne, dès lors qu'elle se plaçait du point de vue de l'absolu, qui est sans limite.
Il posait que si elle s'en tient à être humaine, la raison cesse de faire partie de la raison universelle et devient la simple compréhension, c'est-à-dire une pensée finie. Toutefois, si nous sommes capables de dépasser la partialité de notre perspective, nous pouvons nous élever à la vision globale que Dieu lui-même possède de la réalité et ainsi connaître la vérité avec une majuscule, car il n'en existe qu'une. Et c'est exactement ce que cherche à faire la mécanique universelle. Bien entendu, c'est élever la raison doit s'élever à l'universel. Et c'est pourquoi la théorie que je défends dit l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est l'ensemble humain. On ne peut pas expliquer le monde à partir de l'individu, à partir d'une nation, à partir d'une communauté, à partir de quelque chose euh, qui n'inclurait pas l'ensemble de l'humanité. Ça peut se faire à travers la religion. Certaines religions ont expliqué cette marche. Mais ces religions, quand elles définissent Dieu, elles le définissent universel. Dieu pour tous, pour l'ensemble des êtres humains. Et c'est ça qui détermine notre conscience. On peut élever, donc il faut élever notre conscience à l'humanité tout entière. Et c'est parce que l'humanité va irrésistiblement vers la fusion avec le divin que ça démontre que le principe qui a créé cet univers est d'essence divine, ce qu'on appelle Dieu. Voilà. C'est la façon dont on peut prouver Dieu à partir des phénomènes qui existent. Et c'est ce qu'a fait, Hegel. Il n'est pas parti de l'idée de Dieu, il est parti de l'idée du phénomène, en expliquant la montée progressive de cette humanité, l'évolution progressive de l'humanité, et encore il lui manquait des choses à Hegel, malheureusement. Il était à son époque, en 1700 et quelques, 1800, début de 1800, il n'avait pas la vision qu'aujourd'hui on peut avoir. Aujourd'hui, la vision de l'universel, elle est beaucoup plus viscérale, elle est beaucoup plus comprise, elle est beaucoup plus intégrée dans l'esprit et dans la conscience de l'humanité. Nous voyons maintenant que nous sommes dans l'universalité et que nous allons vers quelque chose. Voilà. Bon, je vais... Est-ce que je vais... Non, je vais continuer jusqu'au bout de cette petite phrase. Pour atteindre cette vision privilégiée, il fallait savoir reconnaître ce que chaque aspect de la réalité contenait de rationnel. Cela exigeait de penser d'une manière non traditionnelle, ce que Hegel appela la dialectique. Penser de manière dialectique n'est pas facile. Il ne faut pas rester à la surface des choses, mais analyser leur structure logique profonde, qui est dynamique, et relier les différents aspects de la réalité avec le contexte. J'ajouterai qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être plein d'amour pour l'évolution, c'est-à-dire pouvoir comprendre que l'erreur est humaine, que l'homme ne peut pas ne pas évoluer en faisant sans qu'il fasse le mal. C'est pas possible, on n'a pas de baguette magique pour transformer l'humanité d'un seul coup. Donc on est obligé de passer par ces erreurs, par ces tentatives, erreurs et rectifications, etc. Donc avoir une vision juste et bienveillante de l'humanité. Il s'agit d'une pensée qui, à chaque instant, analyse la réalité en prenant en compte la partie et le tout, le présent et le passé. Voilà. Et c'est ce que, intuitivement, la mécanique universelle a fait. Voilà. Elle s'est développée sans aucune connaissance,
sans savoir que la philosophie existait, la mécanique universelle, et à partir de cette phrase voilà, qui a été transmise, à mon sens, à travers l'intuition, et que j'ai écrit sur un cahier comme ça, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Sa perfection à l'époque, je n'avais pas compris que il m'a fallu quelques mois plus tard pour comprendre que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Voilà, c'est ça sa caractéristique extraordinaire de l'humanité. Voilà pour cette première vidéo. On continue. Merci, à bientôt.